On peut peut-être repréciser au niveau de la réforme des autorisations. Elle est clairement intégrée dans le cadre du schéma régional de santé, hein, donc au niveau des OCOS qui sont identifiés, des objectifs qualitatifs qui sont identifiés, l'ensemble est inscrit dans le schéma. Et elle s'inscrit dans une réforme beaucoup plus large en cancérologie, puisque sur les 24 activités de soins, il y en a 15 qui sont réformées, dont la cancérologie, avec pour la cancérologie, mais Madame le commandeur le présentera tout à l'heure, une petite subtilité de la loi Valtou sur la radiothérapie et la curithérapie. Peut-être simplement vous dire, avant qu'on rentre dans le dur du sujet, c'est que le webinaire aujourd'hui est ouvert à l'ensemble des titulaires d'autorisation de la région Centre, pas uniquement à ceux qui détiennent une autorisation de traitement du cancer, puisque la réforme concerne bien l'ensemble des titulaires actuels comme potentiellement nouveaux. Et puis, rappeler un élément aussi important qu'on redira assez régulièrement le long de ce webinaire, c'est l'importance de la fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, qui va s'ouvrir entre le 1er octobre et le 1er décembre. Et l'importance de déposer vos dossiers d'autorisation, notamment pour ceux qui sont déjà autorisés, hein, puisqu'à la fermeture de la fenêtre, potentiellement, si vous n'avez pas déposé ça, donc, enfin pas potentiellement, ça remet en cause votre activité de soins actuelle, et puis le déposer le plus tôt possible pour qu'on puisse être vraiment dans cette logique d'accompagnement qu'on souhaite avoir avec l'ensemble des établissements de santé. Voilà. Moi, je vous propose de démarrer dans le cœur du sujet. Évidemment, donc, ce que j'indiquais en termes de bonnes pratiques pour que ça se passe au mieux, puisque nous sommes quand même relativement nombreux, c'est soit de mettre vos questions dans le fil de discussion, ou soit de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole, sachant qu'on a prévu un certain nombre de temps d'échange, puisque c'est bien l'objet du webinaire. Donc, je vais commencer à vous présenter la réforme des autorisations sur le cancer. Diapositive suivante. Donc là, on a pris un des axes forts de cette réforme, mais il y en a plusieurs, donc qui est le renforcement des déterminants transversaux qualité en cancérologie. Donc le premier point, c'est, vous le savez tous, hein, c'est l'appartenance au dispositif spécifique régional du cancer, donc pour le Centre Val-de-Loire en OncoCentre. Le deuxième point, c'est la gradation des RCP, en sachant qu'il y a eu un référentiel RCP qui est paru récemment, publié par l'INCa, avec le développement des RCP de recours. Ensuite, c'est l'accès et l'inclusion aux essais cliniques, aussi bien au niveau régional, mais aussi au niveau national. L'accès aux examens d'oncogénétique, la continuité des soins avec la possibilité pour l'établissement d'avoir une convention pour obtenir un établissement qui dispose d'une unité de soins critiques. Le renforcement des soins de support, avec en particulier la préservation de la fertilité. Le repérage de certaines vulnérabilités, dont la gériatrie. La mention du dossier communicant en cancérologie dématérialisé, sur lequel vous travaillez maintenant depuis plusieurs années. Et puis, les fameux recueils d'indicateurs qualité qui sont imposés et qui doivent être transmis annuellement à l'ARS et à l'INCa en même temps. Diapositive suivante. S'agissant de l'autorisation de traitement du cancer, elle est recentrée sur 3 modalités. La chirurgie oncologique, le traitement médicamenteux systémique du cancer et la radiothérapie externe et curithérapie. Pour l'ensemble de ces modalités, il conviendra de déposer une demande dans le cadre de la fenêtre qui va s'ouvrir du 1er octobre au 1er décembre. En sachant que le dossier sera différent en fonction des modalités. Pour la chirurgie oncologique, il s'agira d'un dossier complet.
L'autorisation qui sera donnée équivaudra à une nouvelle autorisation. Elle concerne les actuels titulaires, mais également les promoteurs qui souhaiteraient se positionner sur cette activité de soins. Elle emporte une révision du périmètre de l'autorisation. Il y a aussi des questions seuil que nous reverrons point par point ensuite, et une évolution des objectifs quantifiés de l'offre de soins. Il en est de même pour le traitement médicamenteux systémique du cancer. Il s'agit d'un dossier complet qui sera déposé dans la première fenêtre concernant l'activité qui s'ouvrira le 1er octobre. S'agissant de la radiothérapie externe et de la curithérapie, on est sur une activité pour l'adulte qui fait l'objet d'une mesure de simplification emportée par la loi et le décret Valtout. Il s'agit donc d'un dossier simplifié qui sera demandé aux promoteurs actuellement détenteurs de l'autorisation et qui sera à déposer dans le cadre de cette fenêtre. Et sur le SI, vous aurez cette indication, c'est ce qu'on vous montrera en toute fin de webinaire, c'est-à-dire que si votre autorisation est tombée entre l'ordonnance de 2021 et le 28 février 2025, où tombera, eh bien, il vous appartiendra effectivement de déposer votre demande dans le cadre de la fenêtre qui va s'ouvrir. Si l'autorisation que vous détenez est postérieure au 28 février 2025, dans ce cas, c'est le droit commun qui trouve à s'appliquer et vous devrez déposer une demande de renouvellement de votre autorisation 14 mois avant l'échéance de celle-ci. Donc, voici comment effectivement ça se présente en termes d'autorisation. Tout cela se fait évidemment via le SI autorisation. Et sur votre espace SI, vous avez une vision synthétique de ce qui vous est demandé, autorisation par autorisation. Pour ce qui est du traitement médicamenteux systémique du cancer et de la radiothérapie externe, il y a donc un maintien du nombre d'implantations et pas d'impact concernant les seuils. Diapositive suivante. Alors, ce qui change de façon importante, c'est la modalité de traitement pour la chirurgie oncologique. Pourquoi? Parce que le périmètre de l'INCa est recentré sur le traitement curatif de la tumeur. Et donc, on va avoir, sur le plan méthodologique, un nombre d'actes resserré pour le calcul des seuils. Diapositive suivante. Et là, c'est l'architecture que l'on peut dire complexe, qui est proposée pour ces autorisations en chirurgie oncologique. Donc, vous voyez que sur la mention A, on a 7 disciplines qui sont déterminées. Le 1, c'est la viscérale et digestif. Le 2, c'est le thoracique. Le 3, c'est l'ORL et les spécialités contiguës. Le 4, c'est l'urologie. Le 5, la gynécologie. Le 6, c'est la différenciation et la chirurgie mammaire. Et le 7, ça comporte un certain nombre de chirurgies indifférenciées qu'on va détailler un peu plus loin. Sur la mention B, sur quoi repose cette mention B? Elle est considérée comme une mission de recours où on va avoir une chirurgie plus complexe, à la fois multiviscérale, multidisciplinaire, sur les récidives des tumeurs malignes ou sur la chirurgie en zone irradiée, et puis sur les atteintes péritonéales dans le cadre du digestif et de la gynécologie obstétrique. Celle s'arrête cette fois sur les 5 premières mentions. Enfin, on a sur la mention C, la chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent pour les moins de 18 ans. Sur la diapositive suivante, on reprend cette architecture pour essayer de vous la colorer un petit peu. Surtout, on vous a ajouté des seuils
qui ont changé hein, pour les différentes disciplines. Notamment, par exemple, dans la chirurgie mammaire, vous avez 70 actes par an à devoir réaliser. Pour la chirurgie thoracique, vous avez 40 actes par an. Et en plus de ça, on a des parcours spécifiques dans le cadre du digestif. Et cela, on l'a pour l'œsophage, l'estomac, le pancréas, le foie et le rectum. Et si on veut avoir une mention B sur ces disciplines, il faut au moins avoir 5 actes par an en dedans de vos actes réalisés pour la mention B. Et par contre, pour l'ovaire, il faut avoir 20 actes en sus des 20 actes que vous devez réaliser pour la mention B en gynécologie. Et toujours la mention C chez l'enfant, donc ça ne change pas. Alors, pour reprendre un peu le périmètre hein, qui a été utilisé par l'INCa, donc, on recherche donc le traitement à visée curative des tumeurs cancéreuses en secteur interventionnel. Donc, ça concerne la chirurgie conservatrice, tumorectomie, segmentectomie, lobectomie, le curage ganglionnaire, la chirurgie radicale avec ablation des relais ganglionnaires, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète s'il y a une carcinose péritonéale. Et là, on fait surtout référence à la cytoréduction dans le cadre du cancer de l'ovaire, la chirurgie des métastases, les techniques de destruction tumorale non percutanées, les chirurgies de reconstruction immédiate, dans le même temps que l'exérèse, et la chirurgie de récidive. Et si on veut essayer d'être plus précis pour définir nos actes pour la mention B, ce sont des actes qui atteignent plusieurs viscères, qui sont multidisciplinaires, qui concernent les récidives des tumeurs malignes chez l'adulte et qui concernent la chirurgie en zone irradiée, en sachant que vous n'allez pas forcément retrouver un codage PMSI pour ces actes. Bon, si vous avez des questions là-dessus, on pourra en reparler tout à l'heure. Diapositive suivante. Quelles sont les conditions, cette fois, pour avoir vos autorisations de chirurgie oncologique? Quelles sont les dispositions pour la mention A et quelles sont les dispositions pour la mention B? Pour la mention A, l'organisation sur place ou par convention, il s'agit d'obtenir des examens d'imagerie post-opératoire, y compris en urgence. Il s'agit de pouvoir gérer vos complications, y compris en urgence. Il s'agit de disposer d'un secteur d'hospitalisation qui permette la prise en charge aussi non programmée et d'avoir un secteur interventionnel. Pour la mention B, il s'agit d'avoir une organisation de RCP de recours supplémentaire qui permet d'étudier les dossiers plus complexes et puis d'avoir des protocoles de soins, de parcours de soins oncologiques complexes qui permet de favoriser l'intervention coordonnée. On l'a vu notamment pour le digestif et la gynécologie. D'avoir également des missions de recours pour la mention B et d'avoir une unité de soins continus sur place avec une astreinte de médecins anesthésistes ou de médecins intensifs en réanimation. Donc, disposer d'une organisation qui permette à l'établissement de santé d'être en appui d'un ou plusieurs établissements titulaires d'une autorisation de chirurgie non oncologique qui contribuent au parcours de soins chirurgical en amont et en aval qui seront donnés par des modalités définies par arrêté. Autrement dit, non seulement on a des établissements autorisés en cancérologie, mais aussi on a des établissements qui ne sont pas autorisés en cancérologie, mais qui participent au parcours du patient en cancérologie, même s'il n'a pas l'autorisation elle-même. Et là, on en arrive donc à la première partie, si vous avez des questions à nous poser. Si, monsieur. Oui, monsieur Alfandari.
Et bonjour à tous. Sur l'USC, j'attire l'attention que sur les établissements qui ont des réanimations et USC transformés en USIP, on a réa-USIP. Donc, comment vous allez interpréter ça? Alors, on va faire en sorte que vous n'ayez aucune difficulté pour continuer votre activité en cancérologie. On va s'adapter au cas par cas. D'accord. Sur la définition, effectivement, la définition soins critiques en principe concerne l'USIP et la réanimation. Je sais que dans certains secteurs, vous êtes habitués à travailler pour la surveillance des patients sur une unité de soins continus. Je pense que le texte fait la différence entre traitement des complications et suivi du patient. Donc, il est évident que pour une complication, il faut qu'on ait un accès à une réanimation. Donc, ça peut être aussi par convention. Pour un suivi, une ESC peut suffire. Donc, on va s'adapter au dossier que vous nous déposerez et aux éléments que l'on aura, parce qu'il y a eu ce texte date d'avril 2022 et la réforme des soins critiques est arrivée après. Merci. Sachant qu'il y a prorogation effectivement de toutes les USC qui sont actuellement conventionnées, labellisées en région centre, et on est vraiment dans cette optique-là aujourd'hui. Il n'y a pas de modification par rapport aux USC actuels. On les proroge toutes et c'est bien ce qu'on a écrit au niveau du schéma et c'est ce qu'on souhaite vraiment porter pour faciliter les prises en charge et les parcours. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à ce qu'on a pu vous présenter? Non. On déroule, sachant qu'on va rentrer par... On va rentrer par discipline. Donc ça permettra effectivement, voilà, de toute façon, sinon vous pouvez poser les questions par le chat et nous on les reprendra maintenant ou plus tard. Donc si on reprend par discipline, si on prend la chirurgie oncologique digestive, donc qui est la numéro 1, donc on a une mention A1 qui est la mission socle, que je vous ai décrit un peu tout à l'heure. Et puis, on a la mention B1 qui, elle, va décrire la chirurgie complexe. Et avec, et c'est ça qui fait la différence sur cette discipline, 5 pratiques thérapeutiques spécifiques, l'œsophage et la jonction gastro-œsophagienne, l'estomac, le foie, le pancréas et le rectum. Donc, on a ces 5 PTS en plus que vous pouvez demander en mention B. Donc, on a des nouveaux seuils avec un suivi de façon annuelle. On doit arriver à 30 interventions pour cette pratique thérapeutique spécifique. Et pour la mention B1, sur les 5 interventions dont je vous ai parlé, les 5 organes dont je vous ai parlé, il faut au moins 5 interventions par an. Une intervention? Oui, pour Châteauroux, j'ai une petite question. Si on pose une mention B1 et que l'on n'est pas retenu, faut-il par défaut poser aussi la mention A ou pas? C'est une très bonne question. Si vous voulez absolument obtenir sur une discipline que vous avez une mention B, mais vous êtes limite sur les seuils, il vaut mieux déposer aussi la mention. Sachant qu'il y a un délai quand même pour atteindre la mention B, enfin la mention que vous avez sollicitée, qui vous permet d'avoir un certain délai dans certaines conditions. Dans le doute, si vraiment vous êtes limite, il vaut mieux déposer les 2 dossiers. Merci. L'accès, l'idée c'est de pouvoir aussi accéder sur site à l'endoscopie digestive en urgence et à une radiologie interventionnelle pour des gestes mini-invasifs, si on peut appeler ça des gestes mini-invasifs. Diapositive suivante. Là, on passe au thoracique.
Normalement, sur le territoire, on n'a pas de gros soucis, hein. Sur la chirurgie oncologique thoracique, c'est assez clair. Donc, sur la mention A2, on a la mission socle. Sur la mention B2, on a la chirurgie complexe, avec notamment l'envahissement de la trachée, du rachis, du cœur et de la paroi. Et puis, on a des nouveaux seuils. Sur les nouveaux seuils, on a 40 interventions avec un suivi de façon annuelle. Troisième spécialité, c'est l'ORL. L'ORL, on a toujours en mention A3 une mission socle et en mention B3 une chirurgie complexe. Et là, on va aller rechercher les établissements qui peuvent faire de la reconstruction directement après la chirurgie. Sur les seuils, toujours le suivi annuel et un maintien du seuil des interventions à 20. Concernant l'accès sur site, on a besoin d'un accès en endoscopie digestive en urgence. Il y a des gestes complexes qui peuvent se compliquer sur le plan digestif et d'une radiologie interventionnelle pour des gestes dits, entre guillemets, mini-invasifs. Pour la mention 4, c'est l'urologie, la mention 4, toujours la mission socle. Pour la chirurgie complexe, on considère que c'est des cancers qui vont avoir des atteintes vasculaires. Et au niveau des seuils, on a un maintien des seuils d'intervention à 30. Discipline suivante, c'est la gynécologie. On a toujours la mention A5 en mission socle, la mission B5 qui est les chirurgies complexes avec atteinte péritonéale, les missions de recours, et on a la spécificité de la chirurgie de l'ovaire, où notamment on a ces atteintes péritonéales à pouvoir traiter. Donc on a un maintien du seuil pour la gynécologie toujours à 20, sauf qu'en sus, si vous voulez faire de l'ovaire, il faut également faire 20 interventions de réduction complète, donc ça veut dire de chirurgie péritonéale pour les cancers de l'ovaire. Concernant la chirurgie mammaire, alors là, ça change. Donc, ce qui compte, c'est de pouvoir avoir accès aux reconstructions directement après le geste de chirurgie radicale. Et après, on a un seuil donc, qui a changé, qui augmente nettement à 70 interventions. Alors, pour la mention A7, donc là, ça se complique un peu parce que l'on met plusieurs éléments dans cette mention A7. Si vous voulez faire des chirurgies oncologiques des os et des tissus mous, être un centre rare labellisé par l'INCa, notamment pour le sarcome, donc vous devez, malgré tout, même si vous êtes centre labellisé, demander cette mention A7 pour pratiquer cette chirurgie. Pour ce qui est de la chirurgie oncologique de la thyroïde, alors celle-ci peut être associée à la chirurgie ORL, mais si vous avez envie de ne faire que de la chirurgie du cancer de la thyroïde, à ce moment-là, il vous faut demander la mention A7. Concernant la chirurgie oncologique ophtalmologique, il vous faut demander la mention A7. Concernant la neurochirurgie, il vous faut une double autorisation, donc une chirurgie oncologique A7 plus une autorisation en neurochirurgie pour pouvoir faire une exérèse de tumeur cérébrale. Et concernant la dermatologie, il vous faut demander la mention A7. Donc n'oubliez pas, pour les centres qui font du spénocellulaire, du basocellulaire, du mélanome, de demander cette mention A7, notamment si vos praticiens opèrent en secteur interventionnel. Question. Monsieur Alfandari. Allez-y, monsieur Alfandari. Oui, juste la radio interventionnelle, elle sera autorisée, elle existe pas encore, enfin elle existe entre guillemets, mais elle n'est pas autorisée. Donc on n'a personne à déposer de dossier puisque c'est fenêtre l'an prochain, si mes souvenirs sont bons.
Donc, comment on gère ça? La radiologie interventionnelle, effectivement, on a une fenêtre qui est dédiée en fin d'année prochaine, enfin milieu ou fin d'année prochaine. Et donc là, le sujet, c'est les autorisations croisées. Bah, c'est difficile de dire qu'on a une radio interventionnelle alors qu'on n'est pas autorisé et que ça n'existe pas encore. Donc, comment on gère ça dans le dossier de cancéro? Actuellement, vous avez l'activité de radiologie interventionnelle sans autorisation. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'autorisation précédemment. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, vous assurez votre activité et vous indiquez que vous êtes voilà, dans le cadre de l'activité et que dès lors qu'il y aura la fenêtre, effectivement, on vous attend donc sur cette activité de soins et ça permettra d'être régularisé. Enfin, je le fais de manière très pragmatique. Après, effectivement, si vous n'avez pas l'autorisation de radiologie interventionnelle, potentiellement, ça pourrait remettre en cause votre activité de chirurgie. Si je le fais dans l'autre sens, hein, mais aujourd'hui, à date, j'allais dire, il n'y a pas d'ouverture de fenêtre de radiologie interventionnelle et ce sont donc les textes précédents qui s'appliquent. Ouais, c'est ça, mais c'est là que normalement, si vous voulez, pour la plupart des établissements, ça va être une convention. Pour conventionner, il faut des centres existants. Donc, on marque quoi? Convention, prévisible, en prévision? Qu'est-ce qu'on marque? Oui. Oui. Voilà, activité réalisée en radiologie interventionnelle et vous assurez effectivement une convention avec cet établissement. Ok. On le précise dans On peut décrire la façon dont c'est organisé aujourd'hui. C'est l'organisation actuelle qui fera foi. D'accord. Madame Labesse, allez-y. Oui, alors une petite question par rapport au seuil. Si, pour pas citer par exemple en mammaire, le seuil a vraiment bondi J'ai pas entendu. Madame Labesse. pour l'oncologie mammaire. D'accord. Pour l'oncologie mammaire, Oui. le seuil a bondi de 35 de mémoire à 70. Oui, il a bondi, oui. Si les chiffres actuels n'atteignent pas le seuil, est-ce qu'on peut faire, parce que j'avais vu qu'il y avait un article sur, à titre exceptionnel, une autorisation de chirurgie oncologique pour exception géographique. Et quand on a commencé à regarder notre dossier dans SI autorisation, ça le coche pour exception géographique. Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'il faut faire une demande spécifique? Est-ce que c'est possible? Maintenant, dans le dossier ici, vous l'avez, hein, cette case exception géographique. Par contre, il ne faut pas que vous ayez un centre de cancérologie mammaire à proximité D'accord. qui soit autorisé. Il faut vraiment que vous soyez seul au monde, entre guillemets. Et la Excusez-moi, Madame proximité. Labesse, ce que j'ai compris, c'est que c'était coché d'office. Non, Alors, c'est pas possible. alors peut-être je reverrai dans ici autorisation, mais je n'avais pas coché pour exception géographique, sauf si je me suis trompée, c'est possible, j'ai peut-être pas bien maîtrisé, donc je vais vérifier, mais je n'avais pas coché exception géographique. Et quand je fais l'export du dossier pour voir un petit peu le contenu, ça me met pour exception géographique. Alors, est-ce que Est-ce que j'avais cru comprendre? voilà. Donc, écoutez, on va vérifier si c'est un bug informatique ou si c'est... donc, on va vérifier effectivement. D'accord, c'est bien ce que j'ai compris. Vous ne l'aviez pas coché et en J'ai fait plusieurs fois, je ne l'avais pas coché et c'est sorti pour exception géographique. Et comme on est au niveau des seuils, ça a fait un bond à 70, je me suis dit peut-être que c'est une proposition, voilà. Et on est loin de tout le monde, donc peut-être, voilà. En tout cas, si vous êtes loin de tout le monde, que vous n'atteignez pas le seuil, en effet, c'est la seule exception qui permette d'avoir l'autorisation pour des établissements qui n'atteignent pas les seuils. Et la distance, elle est fixée à combien? Pas d'autres La établissements distance, il n'y a pas de distance de fixée, mais il ne faut pas que le centre soit à 10 km, quoi. Il n'y a pas de distance de fixée. On verra bien. On sera, je pense, suffisamment discernant
pour voir que vous n'avez pas de centre d'oncologie mammaire dans la région. Il n'est pas question de couper les filières et les parcours des patients en oncologie. Très bien. Merci. Finalement, ça reste. Donc le CHAM. Oui, bonjour, ça rejoint un petit peu notre question concernant l'application pour exception géographique ou voilà, la distance, si on n'atteint pas le seuil, c'est un peu sur les mêmes échanges. Et c'est vrai, quand on a coché le document, nous est sorti automatiquement des PDF avec des exceptions géographiques. Donc, c'était pas très clair pour nous non plus. Mais vous aviez mis votre seuil dedans? Vous aviez mis votre chiffre d'activité? Ah bah non. Non, pas. Non. C'est quand on l'a exporté, ça nous l'a mis d'office sur la plateforme. Mais on n'avait pas mis les seuils. Merci beaucoup, parce que là, du coup, c'est de votre côté, parce que nous ne voyons pas, mais on va vérifier pour s'assurer que, voilà, soit c'est un bug, soit c'est dès lors que vous êtes inférieur au seuil, ça se coche, et ça ne peut pas se cocher automatiquement, comme l'a dit le docteur Lévy. L'objectif, c'est bien de ne pas mettre une rupture dans le parcours par rapport à une organisation qui est posée. Donc, on va regarder ce point et on revient vers vous. En tout cas, vous avez... Pardon, par exemple, pour la chirurgie mammaire, nous, on dépasse le seuil. Et en fait, était coché le PDF sur les autorisations pour distance géographique. Et quand on a voulu le retirer, on l'a retiré, mais on a toujours ce PDF qui est généré quand même. Donc, on ne comprend pas ce qu'on doit, si on doit prendre en compte. On va faire le lien avec le national sur ce sujet-là. Merci. Merci. En tout cas, vous aurez une diapositive enfin, qui est en annexe, des diapositives qu'on vous présente qui concernent les exceptions géographiques. Hein. Et si je peux me permettre en complément, on n'avait pas coché radiothérapie et ça exporte aussi radiothérapie, même si on ne le coche pas. Ça, d'accord. Donc, c'est peut-être plus un bug. Merci beaucoup. C'était une bonne question quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va continuer. Alors, pour les traitements médicamenteux, alors on passe à un autre versant du traitement du cancer, qui sont les traitements médicamenteux systémiques du cancer, qui contiennent aujourd'hui plusieurs types, hein, la chimiothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Diapositive suivante. Que demandent les textes? Déjà, il faut qu'il y ait une proposition thérapeutique en RCP. Alors ça, c'est hyper important. Que cette décision thérapeutique de traitement médicamenteux systémique, elle soit présentée lors d'un entretien singulier entre le médecin et le patient. Ça, c'est encore très important. Ce qu'on appelle la consultation d'annonce. Qu'éventuellement, cette consultation puisse se faire par téléconsultation ou consultation avancée dans un établissement de santé associé, ça c'est autorisé, et que ça puisse se faire par éventuellement un autre membre de l'équipe de l'établissement de santé titulaire, ça également c'est autorisé. La réalisation de ce traitement, à l'exception des traitements oraux, donc, sont faites sur site. Et puis, on doit s'assurer du suivi de ces patients pendant, évidemment, la chimio et après. Et ça vaut aussi pour l'immunothérapie. L'immunothérapie, les patients rentrent chez eux et après, parfois, on les oublie. Concernant l'organisation des prises en charge des complications de ces traitements, donc vous voyez notamment l'immunothérapie et les traitements innovants, il faut avoir un secteur d'hospitalisation sur site avec un plateau technique d'admission des traitements intraveineux sur site, des salles de consultation médicale et paramédicale sur site et une PUI autorisée pour la préparation des médicaments
notamment les préparations de cytotoxiques, sur site ou par convention. Concernant les informations, l'équipe peut être composée d'un médecin qualifié spécialisé en oncologie médicale ou en oncoradiothérapie, et pour l'hématologie, en oncohématologie ou compétent en hématologie, justifiant d'une expérience pour la pratique des traitements médicaux systémiques, avec des dérogations possibles. Alors, il faut savoir qu'avec le temps, ces dérogations ont évolué, ont changé. Donc, on lira attentivement ce que vous nous mettrez. Il faut au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapie lorsque la chimio est intensive et qu'elle concerne une tumeur maligne. Et puis, il faut des IDE formés justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer par chimiothérapie intensive et à la gestion de ses complications, surtout si on est dans le cadre d'une mention B. Donc, tout un environnement assez lourd pour les structures. Il faut un respect du circuit du médicament et des critères de manuel de certification. Il faut que chaque étape soit formalisée, la prescription, la préparation, la reconstruction des médicaments, la dispensation, le transport et l'administration de ces médicaments. Il faut qu'à chaque étape, on ait une traçabilité et il faut noter la tolérance dans le DMP. Et il faut savoir gérer les déchets également. Diapositive suivante. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle une chirurgie, une autorisation de chimiothérapie qui est graduée également. Donc, on a une graduation A, c'est le traitement de l'adulte hors chimiothérapie invasive. Qu'est-ce que c'est qu'une chimiothérapie invasive? Bon, c'est une chimiothérapie intensive avec un risque d'aplasie médulaire durant plus de 8 jours. Donc, ça concerne surtout les malades d'hématologie. Et enfin, on a la mention C avec la prise en charge des enfants et des adolescents. Diapositive suivante. Là, on a une modification également des seuils pour la chimiothérapie. C'est pour ça que également on vous le présente, puisqu'on passe de 80 à 100 patients avec 65 patients qui doivent être pris en charge en hôpitaux 2 jours. Un suivi annuel, et là, vous avez une mise en conformité acceptée à 2 ans. Pour la mention B, il faut une unité de soins continue, une permanence médicale sur place, 24-24, 7 jours sur 7, pardon, avec la astreinte, notamment en oncohématologie, médecin qualifié, une USI d'hématologie stérile pour les aplasies prévisibles. Donc ça, vous le savez, avec les protocoles de chimiothérapie qui sont prescrits par nos médecins, donc c'est programmable, et un renforcement des équipes avec une expérience pour les médecins et des IDE qui sont formés à cela. Alors, on a voulu vous préciser l'articulation avec les établissements associés, puisque ceux-là n'auront pas forcément... ne demanderont pas l'autorisation cancérologique, toutefois ils existent et ils sont inclus dans le parcours. La force de cette réforme, c'est d'avoir prévu un parcours qui est complet pour le patient. Donc, la primo-prescription par le titulaire de l'autorisation, soit par téléconsultation ou par consultation avancée, ça c'est obligatoire. Un binôme infirmier-pharmacien qui est souhaitable si le traitement est oral et délivré en ville. Une traçabilité obligatoire des prescriptions et une traçabilité de l'orientation du patient vers l'établissement associé, ce qui a été décidé entre vous. Pour l'établissement associé, il doit respecter certaines conditions. Donc, il doit s'inscrire à Oncocentre. Il doit faire partie du DRC. Il doit respecter les bonnes pratiques et les critères de l'INCa. Il doit organiser son parcours patient avec les collègues titulaires de l'autorisation. Il doit prévoir la continuité des soins, y compris en cas d'urgence. Il doit avoir un secteur d'hospitalisation sur site. Il doit avoir un plateau technique d'administration des traitements IV, des salles de consultation médicale et paramédicale. Il doit avoir une pharmacie interne autorisée pour la préparation des médicaments anticancéreux.
ou au moins par convention. Il faut qu'on puisse lui fournir ces postes de chimiothérapie. Il faut respecter les mesures du circuit du médicament et son administration. Il faut respecter les mesures pour la mention B ou la mention C. Diapositive suivante. Donc là, on passe à un tout autre sujet qui est l'enfant, qui est cette mention C qui est apparue pour l'enfant et l'adolescent. Donc déjà, il faut, en plus de l'existant, il faut avoir l'autorisation qui correspond dans la discipline pour les adultes. Il faut respecter les critères d'agrément de l'INCa. Il faut qu'il y ait une possibilité de prise en charge psychologique des parents et des proches. Il faut une qualité, une gestion des risques et de la gestion des risques. Il faut constituer des équipes pluridisciplinaires interhospitalières pour accompagner les parcours. Et il faut assurer la transition de prise en charge des adolescents vers les adultes. Donc parfois, vous avez des réseaux qui vous aident à constituer tout cela, ou des référents régionaux. Pour les dispositions spécifiques, on a donc une chirurgie oncopédiatrique qui est soumise à une autorisation pour les TMC mention C, qui doit pouvoir donner accès à des gestes mineurs invasifs de chirurgie pédiatrique, qui doit avoir une double spécialisation d'organes en pédiatrie. Il faut avoir une activité oncologique qui soit régulière. Et puis, il faut respecter les conditions d'autorisation de médecine pour les enfants et les adolescents. Il faut avoir accès à une permanence médicale, donc par astreinte opérationnelle. Il faut avoir accès à une USI pédiatrique. Et il faut que les conditions pour l'adulte soient identiques concernant les chimiothérapies aplasiantes, c'est-à-dire un secteur stérile pédiatrique. Les équipes doivent comprendre à minima un médecin pédiatre compétent en oncologie qui est expérimenté, des IDE formés et expérimentés dans la prise en charge des cancers de l'enfant et la pratique de chimiothérapie aplasiante pour les enfants. L'équipe doit être également formée et expérimentée. Et tout ça va se traduire au niveau du CEPOM. Donc, on va avoir spécifiquement pour chaque établissement qui participe au traitement du cancer, ce sera indiqué dans votre CEPOM et on va également identifier les établissements associés pour les traitements médicamenteux systémiques. Des questions? Alors, on vous a perdu sur la chimiothérapie. Pas de questions, on poursuit? Pas d'hématologue dans la salle? On continue. Alors moi, je vais vous parler du SI autorisation. Notamment, on voulait vous faire un petit rappel au fait, sur le fait que chaque promoteur peut à tout moment, en fait, en se connectant au SI, aller voir la situation de ces autorisations. On vous a mis en légende en fait, le statut d'autorisation qui est ici au fait, en couleur, en fait, la signification de chaque statut. Et notamment, donc je ne vais pas forcément vous relire tout le diaporama, mais enfin, la nouvelle demande à déposer, c'est une activité fermée pour laquelle il faut déposer un dossier complet. Ici, ce sont des renouvellements, donc on est plutôt sur donc, la radiothérapie. Et puis, quand vous voyez active, comme son nom l'indique, c'est que c'est une activité donc réformée avec des mesures de simplification et pour laquelle, au fait, à date, l'autorisation court toujours. Donc, vous n'aurez rien à faire. Vous avez le petit descriptif sur votre gauche et bien sûr, le PowerPoint sera à votre disposition sur notre site. Et vous avez effectivement la date limite de transmission du dossier d'autorisation quand vous êtes concerné par une autorisation qui est active entre 20 et 14 mois avant l'échéance. Vous avez la possibilité de déposer votre dossier simplifié. Donc, vous avez la date limite de dépôt, là, pour l'exemple que vous avez sous les yeux. La date limite de transmission, c'est le 12 février 2027 pour une autorisation qui a une échéance au 12 avril 2028.
On voulait vous faire un petit rappel en sachant que c'est valable pour toutes les autorisations. Hein. Alors, on voulait vous rappeler aussi un certain nombre de bonnes pratiques. Vous avez tous reçu un courrier mi-août de Madame Debord rappelant les bonnes pratiques. On voulait juste que vous l'ayez en tête. Donc, et puis surtout, vous rappelez au fait que vous avez des documents donc, que l'on a mis à votre disposition sur le site. Notamment donc une trame de documents financiers. Alors, en effet, on a mis ça pour toutes les activités, mais sur le dossier cancer, j'ai vu qu'il y a pas mal déjà de données sur l'activité qu'il n'y a pas forcément sur les autres activités. Vous avez un document spécifique, donc côté activité, côté financier. On a ajouté au fait les engagements à compléter donc que vous avez reçu dernièrement également. Propre à l'ARS, Centre-Val de Loire. De mise en œuvre et de conformité aux conditions techniques d'implantation et de fonctionnement. Et puis on vous rappelle le nombre maximum de caractères donc sur les zones au fait sur lesquelles vous rédigez, parce que c'est important de savoir que au-delà de 4000 caractères, en fait, de 10 000 caractères, pardon, vous êtes à plus de 4 pages, donc on demande à ce que soit limité le nombre de caractères. Pour les conventions obligatoires, vous nous les joignez. Pour tout ce qui n'est pas obligatoire, on a mis pareil à disposition en fait, un petit document Excel pour que vous puissiez lister les conventions facultatives dont vous voulez nous faire part. Et puis enfin, le nommage des fichiers, c'est très important quand on a une grosse masse de documents joints. Pour chaque dossier, mieux ils sont nommés, plus explicites ils sont et mieux c'est pour la lecture du dossier. Voilà. Anita, je me parlais. Je viens parler. Oui. Donc effectivement, ce courrier, on l'a fait à la suite de la fenêtre HAD et SMR. À titre d'exemple, voilà, je ne vise personne, mais en tout cas, on a pu avoir des dossiers où on avait près de 150 pièces jointes. En sus du dossier unique, on était bien dans une logique de simplification par rapport à cet outil qui est finalement normalement rien qu'avec le dossier unique le reflet de votre dossier. Voilà, 150 pièces jointes avec scan 1, scan 2 en termes de nommage de fichiers, ce qui est vraiment extrêmement difficile pour nous. Et ce qui nous importe vraiment, c'est qu'on ait que les informations utiles et nécessaires à la bonne compréhension de votre projet et finalement à l'organisation que vous posez au sein de soit votre établissement ou même du territoire, puisque dans le cadre de la réforme des autorisations, on voit bien que ce qui importe, c'est la logique de gradation et de parcours. Donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait que, voilà, le dossier unique, les pièces qu'on préconise, c'est vraiment là pareil en termes de lisibilité et de facilité pour vous. On est vraiment dans une logique d'accompagnement. Et puis, sachez que de toute façon, dès lors que ce sera des pièces qui ne sont pas obligatoires et non préconisées par l'ARS, nous ne les lirons pas. Voilà, donc c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Et dans ce courrier, ce qu'on explicite aussi très clairement, c'est le fait de déposer au plus tôt votre dossier pour qu'on puisse vous accompagner dans la complétude. Nous avons eu, ça y est, c'est le cas, un promoteur qui a déposé son dossier le dernier jour à 22h30, je crois. Eh bien, le dossier n'était pas complet. Donc, très concrètement, ce promoteur va être en difficulté puisque le dossier ne sera pas instruit. Et je vous rappelle donc la règle qui est posée par rapport à ces premières fenêtres d'ouverture, c'est bien d'avoir l'ensemble des dossiers pour notamment les promoteurs qui ont aujourd'hui une activité. Parce que dès lors qu'il y aura fermeture de la fenêtre, vous ne pouvez pas compléter votre dossier. Donc, on le prend comme il est. Et au niveau de l'instruction, nous sommes obligés de l'instruire avec les éléments que nous avons à date. Donc, c'est vraiment des éléments très importants
dans une logique, j'allais dire, d'accompagnement pour vous, pour faciliter les démarches. Voilà, je voulais vraiment réinsister. On est à 2 fenêtres, donc on commence à avoir un peu un retour d'expérience. On est là, voilà, pour vous accompagner. Mais il y a vraiment des éléments sur lesquels on souhaite avoir une qualité de dossier qui permette du coup de pouvoir être aussi en capacité de prendre la meilleure décision. Je ne sais pas si Nadège, tu voulais compléter sur ces éléments-là, mais ça me semble exhaustif. C'est vrai que les fenêtres, il est important que vous puissiez nous déposer au plus tard 15 jours avant la fermeture de la fenêtre vos dossiers. Parce que ensuite, évidemment, au vu de la volumétrie, on n'a pas nécessairement le temps de s'assurer que tous les dossiers sont complets s'ils arrivent au même moment. Là, on est sur des activités de soins qui présentent une forte volumétrie. Donc, plus tôt vous renseignerez et moins vous prendrez le risque d'une incomplétude au bout du bout qui fera que votre dossier, s'il est incomplet, ne pourra être examiné que dans la prochaine fenêtre dédiée à l'activité, avec le risque évidemment qu'il n'y ait plus d'implantation. Donc voilà, il faut vraiment le faire au plus tôt dans la fenêtre. Déposer le dossier au plus tôt dans la fenêtre. Alors, cette diapositive, elle n'a pas vraiment... je ne vais pas m'attarder dessus, c'est juste pour vous dire qu'il y a un guide utilisateur sur le SI et que, bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous rencontrez des soucis. Juste pour vous... Donc, le reflet en fait du SI. Avoir le reflet de la première page voilà, du SI. Donc, quand vous arrivez sur votre demande d'autorisation bien cochée, la zone de santé, l'activité demandée et en fait la sélection des autorisations. Ensuite, quand on développe la sélection des autorisations, vous voyez ici pour chaque autorisation, vous voyez la petite coche où j'ai mis A1, demande exceptionnelle d'autorisation dérogatoire. On va creuser parce que pour moi, il faut cocher cette case pour avoir le reste. Elle ne se coche pas seule. Donc, on va investiguer, au fait, voir ce qui s'est passé. Et donc, bien cocher, au fait, toutes les autorisations souhaitées. À chaque autorisation, vous avez, au fait, ces 2 possibilités de cochage. Je ne les ai pas développées, mais enfin, pour chaque autorisation, vous avez, au fait, ça se présente de la même façon. Juste préciser que pour toutes les activités, donc vous avez à compléter une partie qu'on appelle donc le tronc commun, avec une partie toujours à rédiger en dur et un PDF à compléter. Et ensuite, pour chaque autorisation que vous aurez cochée, vous aurez également des éléments à rédiger en dur, notamment par exemple les effectifs, une justification de la demande et puis un PDF à compléter et à redéposer. Voilà, c'était juste pour rappeler qu'il y a une partie tronc commun et au fait, pour chaque autorisation, ça se présente de la même façon. Aussi, vous dire que vous avez une page Internet dédiée au fait, aux autorisations. On a une question qui a été posée là il y a quelques secondes. Tout est, au fait, tous nos documents en fait, sont sur cette page unité autorisation. Donc, vous pouvez retrouver tous les éléments, que ce soit, vous allez retrouver par activité les textes réglementaires, les webinaires, toutes les notes qui ont pu être faites par activité. Donc, voilà, si vous ne retrouvez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous donner le chemin. Et donc, on voulait vous remettre toujours le mail au fait de nos directions départementales et notre boîte mail commune. Sachant peut-être en termes de partage qu'on soit clair sur l'unité autorisation, c'est tout ce qui concerne les questions SI. Évidemment, sur les logiques territoriales et le parcours, la porte d'entrée est votre délégation départementale. Et puis, on vous a mis ensuite toutes les annexes dont on vous a parlé, M. Lévis, on ne va peut-être pas les revoir, mais toutes les annexes sont... des éléments qui nous paraissaient importants que vous ayez sur des points bien précis qu'on a pu aborder d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, notamment sur le SI? On vous a perdu?
Une petite question pour revenir sur la diapo où vous aviez montré quand on coche dérogation pour exception ou pas dérogation. Si par exemple on veut faire une demande pour une chirurgie, est-ce que ça coche toutes les autres chirurgies en dérogation pour exception ou oui, celle-ci. Voilà, si on coche ici, vous cochez chaque autorisation et par défaut, quand vous cochez ce petit, en fait, vous avez ces deux lignes qui se déroulent, c'est à vous de cocher. Ça ne peut pas se cocher seul. Voilà, je le coche et après, j'ai la possibilité d'identifier vraiment le A4 qui me convient, par exemple. Oui, tout à fait. Je coche la chirurgie concernée. Oui, absolument. D'accord, merci. Pour chaque niveau, chaque A, il y aura donc du coup ensuite un déroulé où vous aurez à chaque fois demande exceptionnelle d'autorisation ou pas de demande exceptionnelle. Donc il faut bien aller dans chaque pour cocher cette case. Oui, enfin, quoi qu'il arrive, il faut cocher en fait. Si vous cochez, à partir du moment où vous cochez une autorisation, vous avez les deux lignes qui s'affichent. Vous devez cocher l'une des deux lignes. Tu dois cocher, quoi qu'il arrive, soit demande, soit pas demande. Oui, c'est ça. Il faut quand même faire le. On va creuser parce que oui, ok. vous avez dit tout à l'heure. On va regarder. C'est clair pour vous? Oui. Pas d'autres questions? Non. Est-ce que tu voulais... Oui, peut-être juste un point, puisque vous n'avez pas posé de questions sur les traitements médicamenteux systémiques. Juste vous préciser qu'on va être attentif notamment sur vos dossiers, en fonction du dossier évidemment, sur la prise en charge des complications et sur l'annonce du diagnostic et du traitement. Voilà. Donc, c'est des points sur lesquels on sera plus particulièrement attentif. En conversation, est-ce qu'il y a, je vois un point rouge à les questions. Ah ok, d'accord. Il y en a des questions. D'accord. Très bien. Ok, bah écoutez, Madame Pinon. Madame Pinon? Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours évidemment mettre justement la question dans le fil de discussion éventuellement. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, que signifie le statut complet sur le SI? C'est le dossier qui est complet. C'est un dossier complet avec toutes les dimensions relatives aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement. Très bien, bah écoutez. C'est pareil pour les référents binôme cancer avec Sophie Buchet. On est à votre disposition pour répondre à vos questions plus médicales ou administratives. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, j'allais vous remercier pour le temps passé. J'espère que voilà, vous avez un outil dans le cadre du webinaire qui peut vous accompagner sur vos dossiers et on reste à votre disposition, soit côté administratif, médical ou en niveau territoire pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.